C'est l'actualité, je dis bien je ne sais pas pourquoi. On va parler du processus de Luanda, on va parler un peu économique un peu. Beaucoup de nos auditeurs se plaignent que les politiques ne parlent ou ne sortent du bois que lorsqu'il s'agit de leurs propres intérêts, comme c'est le cas notamment avec les révisions constitutionnelles. Alors moi je vous propose de parler des prix, des biens de première nécessité, du corridor de Lobito, de mobilité urbaine. Aujourd'hui il y a les embouteillages. Et pour terminer, du rôle de l'opposition, alternative alternance, c'est selon. Révision constitutionnelle. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de ce sujet alors qu'il ne peut pas être à l'ordre du jour? La question, il faut la poser au président de la République. Nous pensons que dans ce pays, il y a énormément de priorités. Il y a des questions économiques, il y a la question sécuritaire à l'est du pays, il y a la question de l'emploi de jeunes, il y a la question de la stabilité de nos institutions qui se pose, mais pourtant, le président de la République n'a trouvé que, comme sujet, sous lequel d'ailleurs je vois qu'il est en pleine campagne, celui de changer la Constitution pour pouvoir obtenir un troisième mandat. Et ça, c'est fort regrettable. Donc, c'est à lui qu'il faut lui poser la question. On va revenir sur ce troisième mandat. Vous avez parlé des questions sur lesquelles aucun politique ne parle. Ça, c'est moi qui vous pose la question. Toutes les questions dont vous parlez là, aucun politique n'en parle jamais. Le quotidien, c'est la hausse des prix, la baisse du prix du carburant, la mobilité. Mais on vous a jamais entendu. Aujourd'hui, vous ne parlez que parce que le président a parlé. Non, vous disiez hier que cette révision constitutionnelle, il y a un an, était nécessaire. C'est injuste. C'est injuste de dire d'abord qu'on ne parle jamais des questions qui concernent et qui touchent la vie de nos concitoyens. Chaque jour, les communiqués de mon parti, en tout cas ce qui concerne l'envol, sont orientés vers la vie de nos concitoyens. Sur les questions de sécurité, n'oublions pas qu'il y a une dizaine de millions de Congolais qui sont en errance dans ce pays, en déplacement. D'autres sont dans des camps des déplacés à l'est du pays. C'est une urgence nationale, mais pour laquelle personne ne prête attention. Nous sommes peut-être un des rares partis politiques à avoir envoyé une délégation à Kanyaruchiina pour porter de l'aide à nos concitoyens dans les camps des déplacés. Ensuite, récemment, mon directeur de cabinet s'est déplacé à Saké et dans toutes ces régions endeuillées pour montrer justement que le pays avait d'autres priorités à regarder. Et sur le front économique, nous avons, depuis le début, été de ceux qui ont critiqué la gouvernance de M. Tshisekedi au sujet de laquelle l'ODEP a fait un rapport fort intéressant et fort documenté qui montre que nous avons un pouvoir à la fois corrompu, qui détourne et qui n'est pas porté sur les questions de la population. Donc cette critique, vous pouvez l'adresser à d'autres, pas à nous. Nous sommes toujours intéressés aux questions qui concernent la population. Mais lorsque le pouvoir incompétent, corrompu, incapable de répondre aux questions de nos concitoyens, sort de tous ces sujets majeurs et ne trouve comme priorité que de faire une campagne pour le changement de la Constitution. Et, chers amis, comme patriotes dans ce pays, nous défendons la Constitution et nous sommes obligés de donner de la voix. Ils vont peut-être sur ce point parce que, parole de Délice Sanga, il y a un an, il est nécessaire et indispensable de réviser la Constitution parce qu'en l'état, la gestion du pays est difficile. C'est vous-même qui le disiez hier que ces provinces, notamment, on parle de décentralisation, devaient absolument être dirigées autrement. Il faut changer la Constitution. C'est vous-même qui disiez hier que le pouvoir du président de la République devait aussi être changé. Hier, c'était à l'élection présidentielle, beaucoup plus loin dans le G13, les mêmes questions étaient de nouveau portées par Délice Sanga. Alors pourquoi hier dire la révision constitutionnelle, je cite Délice Sanga, est nécessaire et indispensable, et aujourd'hui dire non, uniquement par peur du troisième mandat ou par peur de voir les Congolais discuter sur des sujets qui sont les vôtres? D'abord, il n'y a pas de sujet, les idées n'appartiennent à personne, les idées circulent. J'aimerais bien que vous me laissiez un peu de temps pour expliquer clairement, parce que il me semble que ce pouvoir qui prêche la confusion en permanence, la manipulation de l'opinion, a distillé beaucoup de mensonges. Parce que, par exemple, dans ce que vous dites, qui passe pour une affirmation, ça ne l'est pas. Le G13, par exemple, n'a jamais porté une révision constitutionnelle. Le G13 a
porté son travail sur la réforme électorale. C'est l'Envol qui a déposé le projet de révision constitutionnelle par voie pétitionnaire, et c'est l'Envol par ma voix qui a arrêté les débats sur la révision constitutionnelle le 22 mars 2022 parce que justement nous avons considéré que le pays était en guerre et qu'il n'y avait pas opportunité de continuer de poursuivre ces débats. Vous parlez de manipulation, je voudrais non, parce que... ensuite, laissez-moi m'exprimer. Mais quand vous dites qu'à partir de mes questions qu'il y a une manipulation du pouvoir, c'est sous-entendu, je participe à cette manipulation. Non. Or, tel n'est pas le cas. Vous avez parlé du G13. Oui. Point C, sur la révision de la Constitution. En rapport avec la Constitution, les parties prenantes consultées ont convenu en raison de la sensibilité de la question. Vous en parlez aussi. En 2018, vous en parlez aussi. Donner ou redire les propos d'Élie Sesanga d'il y a quelques années et de l'année dernière, ce n'est pas manipuler l'opinion. Si. Lorsqu'on les décontextualise, on les sort de ce contexte. Je reviens sur le projet de G13. Le G13 a porté la loi électorale, n'a jamais porté un projet de révision de la Constitution pour la simple raison que la révision constitutionnelle initiée par l'Envol était déjà déposée à l'Assemblée nationale et il y avait dans l'opinion, y compris le président de la République à l'époque, qui s'était prononcé dans un ou deux discours sur l'état de la nation, qu'il était favorable, par exemple, à remettre le 2 tours de l'élection présidentielle. Donc là, il faut fermer la parenthèse, le travail qui a été fait par le G13, et je suis factuel. Deuxième chose, ce contre quoi nous nous battons aujourd'hui, ce n'est pas la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle est prévue par la Constitution. Ce contre quoi nous nous battons aujourd'hui, c'est la tentative de la fraude à la révision de la Constitution pour servir un agenda qui est celui de changer la Constitution. Et il y a une forte différence entre la révision de la Constitution et le changement de la Constitution. Il y a au moins, et c'est très bien de pouvoir le dire pour nos compatriotes qui nous suivent, parce que quand on suit ceux de l'Union sacrée, ils entretiennent cette confusion parce qu'ils veulent justement manipuler l'opinion. Il y a 4 différences entre la révision et le changement de la Constitution. La première différence, elle porte sur la portée, le périmètre de ce changement. Dans le cadre d'une révision, le changement est partiel, c'est-à-dire qu'on va toucher à certaines dispositions, pas à toutes les dispositions. Dans le cadre du changement de la Constitution, la révision, ou du moins le changement, est intégral. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est que dans le cadre d'une révision constitutionnelle, on maintient la Constitution en vigueur, qui continue de produire ses effets, et notamment l'article 220, alors que dans le cadre d'un changement de la Constitution, on abroge l'ancienne Constitution pour mettre en œuvre une nouvelle Constitution. La troisième différence, et qui est majeure, qui sont bénéficiaires de changement de la Constitution. Dans le cadre de la révision constitutionnelle, nous consolidons les acquis de la démocratie, de la construction de l'ordre politique établi, alors que dans le cadre d'un changement de la Constitution, le seul bénéficiaire, c'est le président de la République qui a déjà exercé plus de 2 mandats, qui retrouve par la remise à 0 de compteur la possibilité de se présenter comme chef de l'État. Et ensuite, enfin, vous avez les conséquences politiques. Elles sont par contre désastreuses. C'est la division de la nation. C'est la remise en cause de tous les objectifs pour lesquels le peuple s'est battu dans ces pays. Dans un continuum, il faut le rappeler, parce que j'entends ceux qui étaient à l'étranger et qui n'étaient pas là au moment où la Constitution a été élaborée, raconter, radoter qu'il s'agit d'une Constitution élaborée à l'étranger par des étrangers, l'article 217, ainsi de suite. Mais je peux vous dire qu'il y a une vraie continuité dans les exigences constitutionnelles chaque fois que le peuple s'est retrouvé pour établir une constitution libre. C'est-à-dire la Constitution du 4 août 1964, la Constitution, le projet constitutionnel de la Conférence nationale souveraine, et même certaines dispositions tirées de la Constitution du 24 juin 1967 et qui a été révisée, la Constitution donc de la Deuxième République. Et donc il y a des éléments là qui sont la constance, la synthèse des problèmes de notre pays et face auxquels des solutions ont été formulées et qui doivent être, d'un certain point de vue, définitives. Et si vous me permettez, de pouvoir m'exprimer sur ces questions. Et donc, il y a aujourd'hui une fraude orchestrée autour de 3 fausses idées. La première fausse idée, c'est de faire croire que la révision
et le changement de la Constitution sont identiques, et non, je viens de le démontrer par ces 4 différences. Le deuxième mensonge, c'est de considérer que la Constitution a été élaborée par des étrangers au motif qu'il y a eu des experts étrangers qui ont participé, assisté la commission constitutionnelle à Kisangani, qui est élaborée pour le compte du Sénat, l'avant-projet de la Constitution. Oubliant, au passage, que pour adopter cette Constitution, il a fallu le concours de 500 députés de la transition, une centaine des sénateurs. Et que quand on établit les tableaux de correspondance entre la Constitution de Loulobourg, la Constitution de la Deuxième République et le projet constitutionnel de la CNS, 90% de ce que vous retrouvez aujourd'hui, repris ici et là, se retrouve dans cette Constitution, prouvant donc que c'est un peuple qui a maturé, qui l'a fait. La troisième fausse idée, c'est de penser qu'il y a une réalité congolaise qui exigerait qu'on puisse avoir une Constitution. Je peux vous lire un passage de professeur Liaou, qui est une personnalité respectée dans notre pays, qui, dans un discours devant la Cour suprême, lui qui a commenté beaucoup la Constitution de la Deuxième République, et qui disait que l'idée d'avoir un pouvoir fractionné, dont les organes seraient destinés à s'affaiblir mutuellement, ne correspond pas à la conception africaine traditionnelle de l'autorité. Mais en réalité, le professeur Liaou, 10 ans plus tard, avec l'UDPS, ils ont combattu cette Constitution de la Deuxième République qu'ils avaient élaborée dans ces conditions. Ça veut dire quoi? Ce que les gens appellent la réalité africaine ou la réalité congolaise n'est que la transposition de leur conception souvent traditionnelle, clanique et tribale du pouvoir. Or, chez les Chi, ou chez les Luba Mupompa, ou chez les Salampassou, ou chez les Bagégéré, ou les Lendu, ou chez les Nande, la conception du pouvoir n'est pas la même. Ce qu'il nous faut, c'est d'inventer une modernité d'exercice du pouvoir, et la Constitution de 2006 l'y a faite. Dernier mensonge qu'il faut démonter, parce que cette émission est importante. C'est l'article 220, et je vais m'en arrêter là. C'est que les gens pensent que l'idée de bloquer, de faire une constitution rigide est une nouveauté qui a été faite par les belligérants pour empêcher ou protéger des avantages. Je rappelle à ceux qui le disent, qui n'ont pas lu la constitution de Loulobourg, pour voir que dans son article 176 sur la révision de la Constitution, elle a tenté de verrouiller ou de compliquer sous le modèle de l'article 5 de la Constitution américaine, de rendre difficile la révision des matières qui sont reprises dans l'article 220. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas autoriser à un individu, pour un bénéfice qui reste personnel, de changer de constitution juste parce qu'il veut avoir un 3e mandat à la tête du pays. Vous avez parlé de... Certains disent que c'est pour protéger les belligérants. On constate quand même que dans la constitution actuelle, les chefs de corps qui ne sont plus en fonction ne sont plus attaquables. Il existe donc du fait de cette constitution des personnes qui sont au-dessus de la loi. Ça, c'est aussi un mensonge. Voyez-vous, Christian, dans ce pays, on a un problème. Quand un maçon construit une maison dont les murs ne sont pas droits, plutôt que de blâmer les maçons, on veut dire le fil de plomb n'était pas bon, le maître n'était pas bon. Ici, le problème n'est pas un problème de texte, c'est un problème des individus. Et surtout de la classe politique, qui veut s'affranchir du respect des lois, ne pas se soumettre aux lois, être dans l'impunité, et considérer ensuite que sa propre défaillance devienne la norme, et considérer que sur base de cette défaillance, on doit refaire la loi. Qui vous a dit qu'ils ne répondent pas? Ce n'est pas au nom de cette constitution. Ce n'est pas au nom de cette constitution que des anciens chefs d'État, anciens premiers ministres ne peuvent pas aujourd'hui être c'est pas ce que dit la Constitution. Mais je sais que la Cour constitutionnelle, qui est composée dans des conditions irrégulières par les politiques, et je l'ai toujours dit. Donc c'est la Cour constitutionnelle, ce serait la Cour constitutionnelle de M. Tshisekedi qui protégerait, qui a rendu un arrêt bidon, qui fait croire aux gens qu'il y a des gens qui n'ont pas de juge naturel. Les actes posés par les responsables politiques pendant l'exercice de leurs fonctions sont justiciables de juridictions qui leur ont été désignées par la Constitution. De cassation constitutionnelle. La Cour constitutionnelle pour les uns, la cassation pour les autres. Mais maintenant, si les politiques corrompent la justice, si les politiques
mettent la justice comme un instrument pour leur propre protection. La question n'est pas celle de la Constitution que de ceux qui utilisent leur pouvoir pour mettre la justice ainsi à leur solde. Je vous fais rappeler que même si vous changez la Constitution, même si vous changez les lois, si ceux qui servent les lois n'ont pas l'amour de la patrie, ne veulent pas servir leur pays, ils trouveront les conditions d'organiser leur propre impunité. Intéressant d'entendre d'Élice Essanga le fait que ce soit le pouvoir actuel qui est protégé des anciens premiers ministres. Ce que je vais dire, que la Cour constitutionnelle telle qu'elle a été composée par le pouvoir actuel n'a pas concouru à avoir l'indépendance, l'autonomie de cette Cour. Vous savez comment est-ce que M. Tshisekedi a procédé pour nommer les membres de la Cour constitutionnelle? C'était un sujet de controverse ici. Je m'étais insurgé pour dire que c'était irrégulier, comme c'était tout aussi irrégulier le remplacement des membres de la Cour constitutionnelle par Joseph Kabila à l'époque. Mais tout ça est fait pourquoi? Est fait pour qu'on puisse contrôler la justice. Et on sait comment est-ce que les décisions de justice dans ce pays sont rendues. Elles ne sont pas rendues dans les conditions à la fois d'équité, de respect de la loi et des droits des uns et des autres. Et donc, je suis l'auteur de la loi sur la Cour constitutionnelle. J'ai conduit la plupart des réformes de notre système judiciaire. Et je peux vous dire que dans l'intention à la fois du constituant, du législateur, il n'a jamais été question d'organiser l'impunité de qui que ce soit, mais plutôt d'assigner à chacun un juge compétent pour les actes qu'il posait, parce qu'il fallait mettre fin à l'impunité. Donc il y a des choses à voir de ce côté-là. Je reviens sur... je vous ai laissé parler pendant 5-10 minutes. Pas à revoir, pas des choses à revoir. À corriger. À corriger. Non. Ah oui, puisque la moralité. La Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit. C'est ce que vous dites. Les textes n'ont pas pour fonction de corriger. Non, je ne parle pas de texte. Je parle d'actes posés par des magistrats. Les choses à revoir, ce ne sont pas dans les textes. Les choses à revoir, ce sont dans les actes posés. Dans nos cours de tribunaux, y compris la Cour constitutionnelle, il y a des décisions qui sont rendues, contre les games. Vous êtes avocat, je ne veux pas me permettre aujourd'hui de juger des actes posés par les magistrats. Non, la seule chose est politique. Je voudrais pas que... Oui, d'accord, mais bon. Des défaillances des politiques et des juges, on en déduise qu'il faut modifier la Constitution. Moi, je ne parlais pas de la Constitution. Je ne parlais pas de la Constitution. Moi, j'ai commencé à la Constitution, mais vous nous avez bien expliqué qu'il ne s'agit pas de la Constitution, mais bien des actes posés par des hommes qui n'ont pas respecté la Constitution. Qui n'ont pas respecté la Constitution. Maintenant, je reviens sur vous m'avez demandé du temps, je vous ai laissé parler, révision et changement. Les auditeurs de Top Congo, figurez-vous, puisque vous avez parlé de manipulation, eux ne sont pas manipulés. Ils ont bien compris la différence entre révision et changement. Et j'en veux pour preuve l'émission notamment élaborée en 2 phases. Première partie en 2020, deuxième partie en 2024, avec le professeur Bob Kabamba, qui nous a bien dit exactement de quoi il en retournait. Donc nous, on a bien compris ce qu'est révision, ce qu'est changement. Et l'émission, telle que je l'ai introduite, on parlait pas de changement, on parlait de révision. Et dans cette révision, puisque le président a dit qu'il veut pas de 3e mandat, et que le vice-premier ministre a dit que lui, il connaît pas changement, il connaît révision, même si son parti plus tard est revenu dessus, le président, il connaît pas changement, il connaît révision. Qui a dit ça? Le vice-premier ministre que nous avons reçu. Le président a proposé la création d'une commission pour parler de tout ça. Il suffit, pour parler de ce qui doit être changé, d'une commission de réflexion à ce stade. On en est à la commission de réflexion. Pour éviter tout ce que vous condamnez, est-ce que vous ne seriez pas partie prenante? Je sais que vous allez dire non, parce que vous envoyez le bout. Ne posez pas la question. C'est pour ça que je vous ai pas posé de question. Hein. Je vous ai toujours pas posé de question. Ma question est la suivante. Oui. Est-ce que, puisqu'on parle de révision, qui prévoit que l'article 220 ne peut pas être bougé, pour participer à cette commission, il ne serait pas plus simple de demander ou d'exiger que le président actuel, puisqu'il ne peut pas être candidat à un 3e mandat, se prononce solennellement afin de permettre à ce que vous demandiez en 2023 aussi, la révision constitutionnelle, et ce que eux veulent aujourd'hui, le changement
ou la révision de cette constitution, parce que le changement, ça apporterait, puisse faire que tout le monde puisse avancer vers de lendemain meilleur. Donc, le président Tshisekedi aujourd'hui dit non, j'ai pas de troisième mandat. Délice Sanga dit oui, il faut changer la constitution. Discutons. Non, il faut réviser la constitution. Ouais, il faut faire attention. Moi, je sais. La discussion peut pas commencer. Vous avez terminé. Je vais vous dire deux choses. J'ai conduit avec d'autres amis le projet de réforme électorale du G13 et nous avons eu ce devoir d'aller voir le président de la République en premier et de se mettre d'accord sur ce qui devait être fait sur cette réforme. Je peux vous assurer que de bout en bout, il n'a jamais tenu parole. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que aujourd'hui, le président de la République, dans ses propos, je ne comprends pas tous ces gens que vous citez. Comment est-ce qu'ils se vautrent dans cette médiocrité? Ils n'arrivent pas à prendre de la distance et à dire la vérité au peuple. Le président de la République. Qui ai-je cité? Je n'ai cité que Bob Kabamba qui a dit ce qu'il a dit et qui n'a pas eu bon dos. Je dis ceci. Je n'ai cité que Bob Kabamba. Je dis ceci. Quand on dit que le président n'a pas parlé il demande à ce qu'une commission se réunisse. C'est lui qui parle. Le président a, dans ses meetings, parlé du changement de la Constitution et évoqué le cas de remise en cause de l'article 220. Et donc, à partir de là, nous sommes face à une tentative de fraude à la révision de la Constitution pour nous amener vers un changement de la Constitution qui constitue au demeurant un crime. Parce qu'en fait, c'est l'infraction imprescriptible de haute trahison qui veut qu'aujourd'hui, celui qui veut bouleverser l'ordre constitutionnel ou exerce le pouvoir en violation de cet ordre constitutionnel est poursuivable à vie pour haute trahison parce que c'est un crime contre la nation et contre l'État. Et donc aujourd'hui, quand on dit qu'on va réunir une commission, vous savez, moi, c'est à quoi ça me fait penser. Je vois les membres du gouvernement, je vois beaucoup qui disent... Commission d'experts, attention. Commission d'experts. Oui. J'ai suivi un membre du gouvernement ici qui est venu et qui vous a dit... qui n'est pas expert en la matière. Bon, il a dit il n'est pas pour... Il n'est pas expert en la matière. Il a dit il n'a pas vu la... Mais il n'est pas expert en la matière. Quand on n'est pas expert en la matière, on ne se prononce pas. Donc quand on se prononce... en politique, vous avez dit, en politique, il peut se prononcer. En politique, il peut pas en expert. On sent tout des conseils. Mais ça n'a pas tenu 24 heures. Et ce sont les mêmes qui disent qu'on a changé d'opinion et tout ça, et qui veulent nous imputer des faits dommageables. Donc ils devraient se taire, plutôt laisser à ce que ceux qui portent le projet puissent se prononcer. Le président a, dans ses meetings, je peux vous tenir des dates, où il a dit qu'il veut le changement de la Constitution. Nous le prenons au mot. Deuxième chose, savez-vous que dans ce pays, il y a eu quelqu'un qui a été lui-même président d'une commission constitutionnelle pour réfléchir au sein du gouvernement pour changer la Constitution. C'était sous la Deuxième République. Cette personne s'appelait Mobutu. Il était assisté d'Étienne Tshisekedi, d'Nsinga, de Bomboko. Il y a eu le concours de Gérard Kamanda, de professeur Liaou, et qui ont vu qu'en fait, le monsieur, il a donné le cap de ce qu'il voulait comme constitution, mais en fait, pour mettre en place une nouvelle dictature. Aujourd'hui, ce que l'on veut faire dans ce pays, ce que l'on veut faire là, c'est exactement, historiquement, ce qui s'est passé en 1965. On peut refaire en 2024 ce qu'on a fait il y a 60 ans. Les gens ont mûri, les gens ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, vous vous exprimez, vous n'auriez jamais pu le faire il y a 60 ans. Vous savez, j'ai un auteur que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés, il s'appelle Nietzsche. Nietzsche dit, il faut jamais monter les faibles. Vous savez pourquoi ? Parce que les faibles n'ont pas le sens de l'histoire. Ils ont une histoire de ressentiment. Ils règlent le compte avec le passé, ils privent les gens du présent et ils n'ont pas d'avenir. Et ce pouvoir aujourd'hui que nous avons, c'est un pouvoir de faibles qui ignore le sens de l'histoire de notre pays, qui est allé à autre chose. Ils sont nostalgiques d'un passé que les Congolais ne veulent plus. Et pour nier ce passé, ils le mettent sous le dos tantôt des étrangers. Et pour avoir cette révision qui n'a pas tête ni queue, tantôt ils vous parlent de l'article 5, tantôt de l'article 197, tantôt du 5. C'est une affaire fourre-tout. Le sens de l'histoire, c'est que les Congolais, quand on est devenu indépendant, il a fallu se donner une constitution. On se l'est donnée en 64. Et déjà en 64, les Congolais avaient conscience que les gens pouvaient abuser de leur pouvoir. Et donc ils avaient mis en place un mode de révision de la Constitution. On dit,
une constitution rigide. Parce que certaines matières, c'est-à-dire le pouvoir du président, les mandats du président, les prérogatives du pouvoir judiciaire, les questions financières, la répartition de pouvoir entre les provinces et la nation, ne pouvaient pas être modifiées sans l'accord non seulement de chambres, mais aussi des assemblées provinciales. Et donc on avait copié quelque part un peu l'article 5 de la Constitution américaine qui rend l'adoption d'un amendement assez difficile. Sauf qu'en 2006, on a refait l'inverse. On a dit on laisse les autres matières à la révision, mais il y a des interdictions. Parce qu'on sait que les gens ont tendance à les dépasser. Alors ceux qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays peuvent vous la reproduire avec les mêmes instruments, les mêmes arguments. Et nous ne tombons pas là-dedans, parce que nous savons ce qu'ils recherchent éperdument. Et puis quand on regarde le pays, la qualité de la gouvernance, l'incapacité de ce pouvoir, son impuissance, son manque de vision, on ne peut pas dire qu'on va réviser la Constitution pour des intérêts personnels. Ce pays a d'autres urgences. Donc la chose que nous demandons, en toute sagesse au président de la République, c'est qu'il a le droit de refuser à l'issue de son mandat de siéger comme sénateur à vie. C'est son droit absolu. Mais il n'a pas le droit de pouvoir rechercher un plébiscite constitutionnel pour demeurer président à vie. Parce que ceux qui vous disent que le président n'a pas demandé un troisième mandat, non, il l'a dit aussi. Hein. Il a dit lors de son... Vous avez parlé de beaucoup de meetings précédemment. Oui, le dernier, il a été précis. Pas de troisième mandat. Je ne veux pas m'éterniser, il l'a dit. Mais je peux vous citer plein de choses qu'il a dites et qu'il n'a jamais respectées. Donc je vais vous dire ici qu'il dit qu'il ne peut pas avoir le troisième mandat, mais lorsque la Constitution sera adoptée, il ira chercher ce troisième mandat parce qu'il vous dira que la base les lui a demandé. Et je trouve quelque chose que la presse ne relaie pas suffisamment. On me dit, moi, j'ai soutenu un projet de révision constitutionnelle. Je pose la question, est-ce que le président de la République a eu l'honnêteté pendant la campagne de dire qu'il voulait changer de constitution? Il a eu un mandat d'un peuple. On en a parlé, oui, dans l'émission, dans les mêmes conditions que vous. Non, est-ce que lui, il a dit qu'il allait changer de constitution? Il a parlé de choses à changer dans la Constitution. Non, là, il parle du changement. Oui, il dit mais que cette constitution, elle est maudite, il va la mettre de côté. J'ai bien dit... Je dis ceci, vous me faites le procès d'avoir changé de position, je dis que le président a fait une campagne au cours de laquelle il n'a pas été capable de dire « je vais changer de constitution ». Parce que s'il avait dit au peuple congolais, le peuple congolais ne lui aurait pas donné ni le soutien, ni ce qu'il a eu. Mais on ferme la parenthèse. On ne vous fait pas... Non, on ne vous fait pas le procès, on relève. Vous avez parlé de l'histoire, beaucoup d'histoires, beaucoup. 60, 64, 67, 97... On ne peut pas diriger un pays sans connaître ce D'accord, mais ceux qui connaissent l'histoire aussi vont vous dire que tous les textes qu'on a appliqués n'ont pas changé, au contraire... ont vu ou ont consacré la détérioration des conditions de vie du Congolais. Alors est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas qu'on réfléchisse plus comme hier, différemment d'hier, parce que avant-hier, sous l'indépendance, on vivait mieux. On n'avait pas cette constitution ou ces constitutions où on devait faire appel à plein de choses dont vous avez cité, pour avoir une constitution ou avoir des changements de telle manière que ces lois qui ont des difficultés à être respectées le soient plus. Je vais vous dire une chose, d'abord, il ne faut pas mélanger les choses. Le premier méli-mélo que j'entends, oui, on va parler du développement. C'est comme ça que la dictature est venue. On va parler du développement, laisser la politique de l'autre côté parce que la politique refraine. Il y a une insinuation qui est grave, mais qui est gravissime. On a un pouvoir qui, depuis 6 ans, n'a résolu aucun problème de Congolais. Tous les indicateurs sont au rouge. Dégradation de la situation sécuritaire, la situation économique est déplorable, le pays est isolé sur le plan diplomatique, et ainsi de suite. Mais au milieu de ces désastres, on voit le président de la République se déplacer et demander aux gens de changer de constitution. Hier, j'ai suivi un ministre dans un point de presse gouvernemental dire qu'il y avait eu 10 millions de personnes en errance. Mais est-ce que vous pouvez avoir 10 millions de personnes en errance et venir demander de changer la Constitution? D'où ma question. Est-ce que vous pouvez avoir... Je vais y arriver. D'où ma question Vous pouvez originelle. avoir des territoires entiers que vous ne contrôlez pas, qui tombent sous le coup de forces adverses, et demander à son peuple de changer de Constitution. D'où ma question. D'où ma première question. J'en suis venu, comme beaucoup de Congolais, à me poser la question de savoir si le pouvoir n'était pas finalement complice de la balkanisation du pays,
Parce qu'envisager même un référendum, comme j'entends, envisager même de consulter le peuple alors qu'on a 10 millions de gens qui se déplacent, d'autres qui sont dans les camps, c'est consacrer la partition du pays. C'est extrêmement grave. Ma première question était la suivante. C'est extrêmement grave. Ma première question était la suivante. On n'est pas en condition d'en parler. Vous le savez. État de siège touche 2 provinces. Pourquoi est-ce que vous êtes engouffré dans un domaine alors qu'il y en a beaucoup d'autres où le peuple, vous avez dit que l'envol, votre parti qui n'est pas aussi audible que vous, il faut le dire. Quand les communiqués d'envol, c'est pas les sorties médiatiques de son président, Délice Sesanga. Pourquoi est-ce que vous êtes engouffré là-dedans en suivant ce que vous dites qu'il ne faut pas suivre, plutôt que d'être auprès du peuple, à parler au peuple des problèmes qui sont les siens? Nous parlons au peuple des problèmes qui sont les siens. Nous parlons au peuple le langage qu'il veut entendre et qu'il peut entendre. J'ai fait avec mon parti cette proposition de la révision constitutionnelle en 2020 et nous l'avons déposée. C'est moi qui l'ai suspendue du haut de la tribune de l'Assemblée parce que la situation ne le permettait pas, parce qu'il n'y avait pas opportunité. Ça, parce qu'on ne vous suivait pas surtout aussi. Parce qu'on vous suivait pas. Ah non, 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 non. On le vous sujet, suivait? non, le sujet est à l'ordre du jour. Attention, le sujet est à l'ordre du jour. Les images sont là. Et Mbosso, qui n'est pas, qui n'était pas ma tasse de thé, le président Mbosso a tranché en disant, l'honorable Sesanga a demandé qu'on puisse suspendre la discussion de cette question. Non, il faut respecter les faits. Les faits sont ceux-là. Ensuite, je continue de mener la campagne contre la mauvaise gouvernance. J'ai suivi quelqu'un ici qui est venu sur ce plateau en disant, bon, on lui pose la question de la mobilité urbaine. Il vous a présenté des photos. Jean-Pierre Bemba. Mais bon, il vous a pas parlé, par exemple, comment est-ce qu'on gère la politique de la mobilité urbaine. Et savez-vous, par exemple, moi j'ai des experts dans mon cabinet avec lesquels nous avons travaillé le projet sur la refondation du Congo. Qu'on n'a pas beaucoup entendu sur le sujet, qu'on n'a pas beaucoup entendu sur le sujet depuis le début des embouteillages. Parce que ici, c'est pas une question d'embouteillage. Vous m'invitez, on en parle, vous pouvez les inviter, ils vous en parlent. Et ils ont travaillé sur des projets majeurs. Le TGV Est en France, ils travaillent sur le métro à Abidjan. Je dis, aujourd'hui, quand vous avez le métro abidjanais, c'est environ, à tout casser, 1,5 milliard. Prenez votre calculette, vous prenez les fonds qui sont détournés pour faire le centre financier, vous prenez ce qui est gaspillé pour Arena. Non, mais attendez. On a eu explication vous prenez sur le RAM. Hier, oui. Non, vous prenez les RAM. Monsieur le secrétaire, bidon. Parce que quand vous suivez les priorités des gens, quand je vois aujourd'hui que le pays génère un fleuve dans son lit primitif, c'est-à-dire que quand il pleut à Kinshasa, vous avez non seulement le fleuve Congo, mais vous avez un nouveau fleuve qui naît parce que nos rivières ne sont pas curées, parce que la voirie n'est pas entretenue et parce qu'on n'a pas un moyen de transport de masse. Un père qui arrive chez lui, qui trouve ses enfants affamés, et les enfants sont par terre, et les enfants pleurent, il dit, mais vous êtes quels enfants? Celui qui engueule les enfants, il dit, vous êtes quels enfants? Mais les enfants du voisin ont faim. Mais cette irresponsabilité doit pouvoir être dénoncée. Ceux qui gouvernent ont la charge d'apporter des solutions aux problèmes de nos concitoyens. Et ceux qui s'opposent, ne mettez pas ça. Et ceux qui s'opposent à eux, non, ne mettez pas ça. Non, ça va être la question. Non, ça va être la question aussi. Ça va être la question aussi. Ne mettez pas ça sur notre dos. Non, je mets ça sur le dos de personne. Mais Kinshasa, tout le monde voit quand même que ça fait depuis de nombreuses années que. Mais ça s'aggrave. Et même en un an, même en 5 ans, et même en 10 ans, il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre. Vous parlez du métro d'Abidjan, on parle aussi de l'autoroute Lagos-Abidjan. On en parle depuis 2008, elle est toujours pas là, hein? Oui. Non, mais depuis 2008. Non, je veux dire sur Abidjan. C'est vrai qu'il faut y penser, et mettre en place. On est d'accord. Ce sont ces solutions que l'on attend des dirigeants et pas venir nous montrer des photos et pas couvrir comme on couvre aujourd'hui les malversations financières parce que les moyens nous les avons, ils sont seulement mal affectés. Mais donc quand nous dénonçons les scandales de 100 jours, quand nous dénonçons les détournements de fonds sur un projet improductif comme le centre financier. Quand nous dénonçons le projet d'Arena, Kinshasa et tout le reste, c'est que nous disons, et vous le savez, nous avons toujours dit, il faut réduire le train de vie des institutions. Et nous avons été galvaudés dans ce registre-là.
et que vous voyez aujourd'hui le président de la République, les nombres de voyages qu'il fait, le coût des institutions, les dépassements budgétaires, l'absence de planification, l'absence de vision, tout ça est fait au coup par coup. Mais cette médiocrité, c'est celle qui entraîne le pays là où elle est. Et donc quand on dénonce ça, c'est aussi un appel à la raison pour dire qu'il y a des voies alternatives. Mais est-ce qu'il y a des gens pour écouter qu'il y a une alternative dans ce pays? Nous continuons à nous battre, nous nous battons parce que nous continuons à penser que ce pays, il faut lui donner une alternative et mérite autre chose. Vous avez parlé d'alternative et d'alternance. J'avais prononcé ces propos en début d'émission. Parlons de l'opposition. Rapport de choses opposées qui ne peuvent coexister sans se nuire. C'est pas le cas. Rapport de choses opposées qui ne peuvent coexister sans se nuire. C'est quand même, quand on doit parler des rapports entre l'opposition et le pouvoir, c'est quand même pas ça. Personne que leur opinion, leur intérêt oppose. C'est quand même pas ça non plus. L'opposition, les rapports opposition-majorité. L'opposition, parti dont la tâche est de mettre un frein au pouvoir du gouvernement. Ce n'est pas ça non plus. Ou gouvernement alternatif avec propositions concrètes pour faire mieux que le pouvoir. Ce serait plutôt ça, n'est-ce pas? Parce que, en définitive... Non, c'est le tout à la fois. La démocratie aujourd'hui... Non, c'est le tout à la fois. Non, il faut... Non, nous, on n'est pas les conseillers du gouvernement. Encore que, sur ces questions... Attendez. Attention, le tout à la fois, ça veut dire aussi personne que leur opinion, leur intérêt oppose. Ah oui, les propres non mais attention, l'intérêt aujourd'hui, oui. C'est ça que tout le monde vous oppose à vous politiques, que vous soyez de l'opposition, de la majorité. Vous devriez tous avoir les mêmes intérêts, le bien du Congo. Vos intérêts opposent. Non, si vous vous mettez en termes personnels, que moi, ce soit moi qui fasse, c'est clair que vos intérêts personnels vous opposent. On ne parle pas mais l'intérêt, là on parle de l'intérêt général. L'intérêt général. Non, la conception de l'intérêt général, oui, elle est différente. Parce que pour moi, en position de responsabilité, on ne fait pas le centre financier avec les problèmes que nous avons. C'est leur conception de l'intérêt général. Parce que là, par exemple, eux, ce qui les intéresse, c'est la question sur laquelle j'aurais voulu vous entendre. Les commissions, les détournements. Le sujet sur lequel j'aurais voulu vous entendre, en vous parlant d'opposition, c'est pas sur ce qu'ils ont fait de mal. Oui. Ou sur ce qu'ils ont fait de bien, c'est sur ce que vous auriez fait si vous aviez été. Aujourd'hui, le Congo a des problèmes. Vous avez parlé des détournements, on parle de corruption, vous parlez de mauvaise gestion et autres. L'alternative, c'est quoi? Qu'est-ce que vous auriez fait? Pourquoi est-ce que l'opposition... Oui, vous avez parlé de train de vie, on a parlé de beaucoup de choses. Non, je ne vous ai pas parlé que de c'est quoi la contre-proposition? L'émission à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, nous avions parlé d'un programme. Je vous ai dit, le Congo, nous avons un programme sur la refondation du Congo. C'est 5 axes, 35 actions, plus de 200 mesures préparées. Qui prévoit la révision de la Constitution. Ah oui, qui prévoit la révision de la Constitution, mais après avoir gagné la paix. Je vous ai amené parce que je savais que vous alliez vouloir me prendre au mot. J'ai le programme ici, vous l'avez. Non, je sais, mais... Oui, vous avez au premier point... Oui. Gagner la paix, la sécurité du territoire et garantir l'indépendance nationale. 2. Unifier les territoires nationaux pour favoriser la circulation des personnes. 3. Restaurer l'intérêt général et l'essence du bien commun. Et c'est dans le 3e axe que se trouve celui-ci. Mais quand on vous pose la question, on vous pose la question de quelles seront les premières réformes que vous allez faire au niveau institutionnel et politique, c'était la première question de l'émission. Sur les réformes institutionnelles et politiques. Je suis d'accord. D'accord. Sur les réformes institutionnelles et politiques. Je vous ai pas dit quand, parce que c'est un programme sur 5 ans. Si en 2022, j'ai pu de mon gré suspendre la discussion sur la révision de la Constitution parce que le pays n'était pas en paix, en tant que président de la République, je n'allais pas commencer cette discussion sans avoir restauré la paix, parce que notre première bataille, c'était de gagner la guerre à l'Est. Et donc, il ne faut pas, dans le cadre d'un programme, vous avez posé un point et l'isoler de son contexte. Donc, je vous donne pour que vous soyez à nouveau informé, parce que ce programme reste toujours d'actualité et il continue d'être actualisé. Vous avez vu, j'ai pris. Donc, la révision de la Constitution peut arriver, mais après, exactement comme ce que j'ai dit en début d'émission, il est inutile pour nous de parler de choses qui ne peuvent pas être faites en l'état. Parce que la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle, elle est prévue. Mais en revanche, ce qui est dit, c'est qu'il ne faut pas la fraude à la révision. Ce qu'on dit aujourd'hui,
Quand j'entends les gens, y compris ces plateaux, dire « Ah, on n'est pas pour la révision » et après faire un communiqué en disant « Que ce soit la révision ou le changement, on est d'accord ». Ça, c'est la fraude. La fraude, c'est une infraction imprescriptible de haute trahison, un crime contre la nation et contre l'État. Ça, ils doivent être poursuivis. La révision, oui, mais la fraude à la révision constitutionnelle, non. Le changement de la Constitution, non. Alors, le contexte actuel en termes d'opportunité ne le prévoit pas et ne l'autorise pas. Alors, oui, donc c'est très clair. Alors, appel lancé à tous les politiques, arrêtons d'en parler. Parlons. Ah non. Parlons. Non. Arrêtons d'en parler. Non. Et arrêtons de faire le lit à ce que des choses soient au milieu de l'actualité alors qu'elles ne peuvent pas être faites. Dites au président de la République de ne pas troubler la quiétude des Congolais en lançant un projet qui n'a pas son sens aujourd'hui. Et dites à ces gens de la majorité que l'on ne reconnaît plus, qui sont vautrés dans une médiocrité, dans une acceptation des choses qui ne devraient pas l'être, d'être du côté du peuple et de défendre la Constitution. C'est ça que nous appelons. Quand nous avons mis en place le sursaut avec d'autres camarades, le sursaut national, l'idée, c'est d'avoir et l'opposition et la majorité en accord pour assurer la défense de nos institutions et de la Constitution de notre pays. On est arrivé à la fin de l'émission, malheureusement c'est parti trop vite. Processus de Luanda. Qu'en dire rapidement? Écoutez, le processus de Luanda est l'aboutissement d'une politique à tatillon. Le président Félix a mis le pays en danger par une politique d'hésitation, par une politique qui a vacillé entre les escarmouches et les transgressions des fondamentaux de notre diplomatie et de notre histoire et de notre géographie, sans boussole. Aujourd'hui, on est dans une situation où le Congo est condamné à l'impuissance et surtout, on n'est ni en situation de guerre, ni diplomatie, et puis ni paix. Donc c'est une situation d'anomie, une situation où le pays est en train d'agoniser et avec à la clé nos concitoyens qui perdent des vies. Processus de Luanda, le pays attaqué en son flanc est. Le processus de Luanda montre que la fanfaronnade de la diplomatie agissante aujourd'hui n'a pas produit l'effet parce qu'il n'a pas ramené la paix et ne fait pas aboutir le processus. Et surtout, que le pays est isolé. Parce qu'il faut bien comprendre ce langage diplomatique où on dit aux gens, cette exigence-là qui est faite ici et là et qui est posée aux plus faibles dans la discussion est le reflet de la manière dont on a géré les rapports de force. La diplomatie et les relations internationales est un champ également de rapports de force. Et depuis 5 ans, nous n'avons pas arrêté de rappeler et de faire des propositions sur lesquelles donc le Congolais que vous êtes, pour le processus de Luanda, ne voit la faute que du côté du Congo et non pas de la réelle politique qui fait que le Rwanda continue à exploiter nos richesses avec l'assentiment de tous, sans être condamné par personne, ni sanctionné réellement. Et aujourd'hui, ce n'est que de la faute de Félix Tshisekedi. Moi, j'ai un président de la République, j'ai un gouvernement. J'attends de lui qu'il protège les intérêts des Congolais. Dans les relations internationales, les autres pays auront toujours cette tendance-là. Les condamnations, qui sont parfois hypocrites sur la scène internationale, ne suffisent pas. La responsabilité première, et ça je l'ai toujours répété, et ça a été le premier point de mon projet politique, c'est de gagner la paix. Et pour gagner la paix, il y a des actions qu'il faut pouvoir faire. Vous savez que depuis 5 ans, attends, je veux dire. Non, parce que le problème, le problème, c'est aussi ça. Non. Parce que hier, Félix Tshisekedi est à l'opposition avec l'UDPS. C'était les mêmes propos sur Kabila. Aujourd'hui, c'est lui qui est aux affaires, qui attend les mêmes réactions des autres. Mais, entre-temps, ceux qui souffrent et voient le pays partir du fait de la mainmise de pays étrangers qui ne sont pas sanctionnés parce que complices de grandes puissances, c'est les Congolais. Et aujourd'hui, quel message, que dites-vous à ces Congolais que aucun appel de soutien, de force de cette opposition, c'est la faute à Tshisekedi, point. Le 2 juin 2021 ou 2022, on a organisé une marche ici à Kinshasa. Il y a 3 ans. Oui, pour soutenir les FRDC. 3 ans et demi. Comme député national, j'ai voté des crédits pour accroître les crédits qui étaient affectés à la défense nationale. Ma question, qu'est-ce que M. Tshisekedi et les siens en ont fait? Il ne faut pas ici
donner l'impression que par des jérémiades, par des prières, par des souhaits, on va y arriver. Il y a des gens qui ont la charge des intérêts de la République et ils doivent les assumer de manière correcte. Alternative, de mon point alternance. de vue, je trouve que alternative, alternance. On parle de l'opposition. On parle Mon n'est pas le président. On parle de l'opposition. N'a pas toujours été cohérent. Du rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui, puisque vous y réfléchissez, puisque vous avez dit que vous avez votre solution. Qu'est-ce que le pouvoir aujourd'hui doit faire? J'ai pas dit ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça cesse? Est-ce que parce que vous avez des solutions. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça cesse? Nous avons des solutions. Vous savez que dès le début, moi j'ai dit, il y avait l'accord cadre d'Addis qu'il fallait réactiver pour pouvoir mener des discussions. Le gouvernement n'a pas accepté que lui, il va défaire les FDLR sur lesquels il n'a pas il n'a pas de mainmise. Cette opération doit être faite par une mission internationale avec une vue sur ce qui est fait, avec un mécanisme de vérification approprié pour ce faire. Donc, cette excuse-là doit pouvoir être extirpée. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a préféré non, en catastrophe. Je vous ai demandé. Oui. C'est ça que je pense que, suis en train de vous répondre. Non, je pense que l'exercice. Je suis en train de vous répondre. Oui, mais je suis en train de vous répondre. L'exercice, c'est de dire ce que l'opposition ferait et non pas ce qu'on a vu que le pouvoir a fait. Alors, deuxième aspect, ça c'est sur le plan diplomatique. Sur le plan militaire, nous avons dit depuis le début, il faut reprendre à plat le processus de la réforme de l'armée. Ces rodomontades de dire oui, les escarmouches et tout ça, ça vaut que dalle. Il faut refaire une armée parce que, en fin de compte, y compris nos engagements internationaux, nous ne pourrons le faire observer que si nous avons une armée qui tient la route. Et donc, sur ce sujet-là, nous perdons du temps. Les crédits pour la défense nationale ont été augmentés, mais ne sont pas utilisés dans le sens d'une réforme réelle de l'armée. Et donc, toutes ces actions-là qui doivent être menées pour renforcer notre service de renseignement, l'administration du territoire, la gouvernance du pays, concourent ensemble pour que, à plus ou moins moyen terme, on puisse retrouver la paix. Nous l'avons dit à l'époque, on nous a dit que c'était une position de faiblesse, parce qu'il y en avait qui disaient qu'ils allaient voir les autres au paradis, mais ils y sont allés, les autres n'y étaient pas. Et donc aujourd'hui, il faut que les gens mettent les pieds sur terre pour dire, nous avons 10 millions de personnes qui se déplacent, et ce sont des personnes humaines. Nous avons des gens dans les camps de déplacés, et donc il faut une solution diplomatique. Et que cette solution diplomatique doit être la plus cohérente possible et sans atermoiement. Deuxième chose, en interne, il faut des réformes réelles qui doivent être faites sur les dispositifs militaires, sur notre défense nationale, pour qu'on puisse avoir la capacité d'agir. Est-ce que le gouvernement doit discuter directement avec le M23? D'abord, moi je ne sais pas de quoi il parle, parce que vous savez, dans le processus de Nairobi, que tout le monde avait accepté, il était prévu que le groupe armé, et je crois que c'était le rôle du président, de l'ancien président kenyan, le M23 s'est retiré. De discuter le M23 s'est retiré avant de commencer le conflit. Avec les uns et les autres. Aujourd'hui, au point où nous en sommes, il revient au gouvernement de pouvoir mesurer. Vous savez, en matière d'action, soit vous avez la capacité d'agir, et donc de contraindre, soit vous devez discuter pour desserrer les taux sur notre population qui n'a que trop souffert. Donc oui ou non, discussion directe avec le M23? C'est pas à moi de le décider, mais je vois qu'ils sont dans les différents processus. De votre idée. Si on est dans le processus de Nairobi, la discussion devait pouvoir avoir lieu. Mais le processus de Nairobi, on le rappelle, la discussion a commencé, le M23 en est sorti dans quelles conditions, avant de commencer la... Vous savez, ces gens du M23, il faut aussi les rappeler, hein, ils ont discuté avec le gouvernement, le ministre Kankonde les a hébergés ici, aux frais du gouvernement, ils discutaient de quoi? Parce que ça, c'est aussi trop facile. Le gouvernement... M. Tshisekedi a pris l'habitude, sur des questions majeures de la nation, de prendre de positions solitaires, discrétionnaires, en matière de politique étrangère. Et lorsque ça barde, il nous avait promis par exemple que bon, on va aller dans les EAC, les Kenyans vont venir, ils vont taper Kanyabayonga. Je l'ai suivi dans une interview. Mais en fait, il était le seul à être sorti de cette réunion avec les autres, avec cette compréhension-là. Mais plusieurs années après, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire quand même que le mode de prise de décision, la manière d'orienter la politique étrangère n'est pas adéquate et qu'ils devraient avoir un peu de la retenue dans ce qu'ils entreprennent dans la sous-région. Pour terminer, corridor de Lobito,
Corridor de Lobito, moi je pense que c'est un projet intéressant pour le pays. Intéressant pour le pays? Je veux dire, intéressant pour le pays. Certains parlent de corridor de Mwanda, ce serait encore plus intéressant parce que plutôt que de traverser les autres pays, traverser le nôtre. Les Congolais doivent, vous savez, vous allez me replonger dans l'histoire à nouveau. Mais quand vous regardez l'histoire économique de notre pays, l'exportation des matières premières, elle s'est faite par la voie sud, elle s'est faite par le couloir, donc par le chemin de fer de Lobito. C'est la guerre en Angola qui avait rompu cette exploitation. Mais ensuite, parce qu'il n'y avait rien de construit chez nous. Non, ensuite, non. Ah si, avant c'était parce que... Attention, la politique de la voie nationale, c'est-à-dire qui part de Lubumbashi jusqu'à Ilebo, et puis ensuite il y avait une rupture de charge qui faisait que ça venait jusqu'à Kinshasa, et la nécessité de pouvoir rallonger ces chemins de fer. Moi j'entends parler de ça depuis que je suis petit, que le chemin de fer de Ilebo, un jour, il va être prolongé jusqu'à Kinshasa. Voilà les projets sur lesquels le gouvernement devrait être mobilisé. C'est-à-dire que nous sommes dans une économie mondiale où la compétitivité, notamment de moyens de transport, des corridors, vont accélérer les échanges. Le Congo ne peut pas être en marge. Mais en même temps, comme nous l'avons dit dans le projet de la refondation, unifier le pays, c'est arriver à créer un trafic en interne par une politique d'infrastructure appropriée. Et ces questions, aujourd'hui, bon, on y va. Les Américains y ont intérêt, d'autres pays de la sous-région, certaines entreprises qui sont au Katanga. Mais il faut se poser la question, les externalités sur le transport, comment nous faisons pour que le Congo puisse en profiter? Et donc, il est venu le temps, plutôt que de perdre les moyens dans des projets qui sont improductifs, de s'intéresser à nos propres infrastructures pour pouvoir le faire. La survie du corridor dont vous parlez de Mwanda avec le port de Banana et le chemin de fer implique que le Congo puisse travailler sur son chemin de fer. Ce n'est pas les autres qui vont pouvoir le faire. La manière dont ils discutent. Et deuxièmement, je n'ai pas vu le contenu de l'accord qu'ils ont signé. Quels sont les bénéfices économiques, les bénéfices financiers que le Congo en tire, mais je souhaiterais qu'il soit affecté au renforcement de nos propres capacités en interne. Parce que ce qui est important, c'est de quitter les modèles que nous avons hérités de la colonisation. Le Congo est un pays qui déverse de la matière première dans le monde entier. Mais c'est un pays qui ne travaille pas suffisamment pour les besoins économiques de ses populations. Et dans le cadre de la refondation du Congo, nous avons tout un axe qui est orienté là-dessus et qui porte sur les infrastructures qu'il faut pouvoir développer pour interconnecter